Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Client. Je m'appelle Jérôme Uturi et je suis le cofondateur de la société Anomia, le cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux avocats. Lors de nos activités de conseil et de formation, nous nous sommes rendus compte que les avocats gagneraient à mieux connaître leurs clients. C'est pour cela que nous avons créé Objectif Client, le podcast où nous interrogeons les clients des avocats. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte de Drezy, VP Legal and Public Affairs chez ManoMano, une des fameuses licornes françaises. Après avoir levé pas moins de 480 millions d'euros entre 2020 et 2021, ManoMano est le leader du bricolage, jardinage et maison en ligne. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Charlotte. Bonne écoute. Charlotte de Drezy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans les beaux locaux de ManoMano. Charlotte de Drezy, vous y êtes justement VP Legal and Public Affairs. Oui, depuis à peu près 4 ans, je crois. Eh oui, c'est ça. 4 ans, effectivement. ManoMano, du coup, leader du bricolage, jardinage et maison en ligne. Fameuse licorne, comme on dit, française. 125 millions levés en 2020, 355 millions en 2021. Donc c'est quand même quelque chose. Pour les quelques-uns qui ne connaîtraient pas, est-ce que vous pourriez nous présenter ManoMano ? Oui, bien sûr. Donc ManoMano, c'est une entreprise française qui a été créée en 2013 par Christian Resson et Philippe de Chanville. C'est une entreprise qui compte aujourd'hui 900 salariés et qui compte 2 activités. On a une marketplace qui est donc une marketplace B2C à destination des consommateurs et une marketplace qui est à destination des professionnels. Et donc on est présent dans plusieurs pays, notamment en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, au UK, je pense que j'ai tout dit, pour la partie B2C. Et pour la partie B2B, on est présent pour le moment uniquement en France, en Espagne et en Italie. Voilà. Super, donc vraiment quelque chose de conséquent. Aujourd'hui, vous êtes VP Légal chez ManoMano. Oui. Je crois savoir que vous avez été avocate avant cela. Tout à fait. Avant même juriste, c'est ça ? Exactement. Juriste, avocate, puis côté entreprise chez ManoMano. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots, alors c'est difficile, mais votre parcours, pourquoi ce parcours-là ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, moi j'ai commencé par l'entreprise. En fait, j'ai eu la chance déjà J'ai eu un parcours qui était un petit peu atypique, entre guillemets, mais moi j'ai fait donc une licence de droit privé, un master 1 de droit privé. À l'époque, on n'avait pas trop de masters qui étaient spécialisés dans tout ce qui était nouvelles technologies, PLA. Ça commençait un petit peu à voir le jour. Donc, on avait des options à Nanterre, en tout cas, où j'étais, moi. Et notamment, moi, j'avais pris 2 options en master 1. L'option droit des médias, qui existait, et puis l'option sciences politiques. J'avais une appétence particulière pour tout ce qui était liberté d'expression à l'époque. Et donc, je m'étais orientée vers un Master 2 de management des médias écrits à Sciences Po Rennes, histoire de diversifier aussi un petit peu mes compétences et pas faire que du droit. Et donc, de comprendre exactement comment on manage en fait une entreprise de médias. Donc, voir la compta, le contrôle de gestion, le marketing, bref, toutes les fonctions pour bien comprendre ce qui s'y jouait. Et donc, en fait, en parallèle de ce master, j'ai eu une première expérience dans le droit des médias, chez une avocate qui était spécialisée en droit de la presse. Et suite à ça, j'ai commencé donc un CDD chez Lagardère Active et ça a été mon premier poste de juriste. D'accord. Et j'ai passé en fait l'examen du barreau en même temps. Donc, j'ai fait aussi mes stages de cabinet d'avocat. J'ai alterné CDD et stage en fait donc chez Lagardère. Donc, j'ai fait plusieurs CDD successifs. Et quand j'ai eu en fait mon diplôme d'avocat en poche, il y avait une création de poste au sein de la direction juridique de Lagardère Active. Et moi, j'avais adoré mes précédentes expériences, donc j'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que j'attendrais pour exercer la profession d'avocat. Donc j'ai commencé vraiment par la profession de juriste. Et vous aviez déjà en tête de redevenir avocate, enfin de devenir avocate ? Oui, bah, du coup, comme j'avais le diplôme en poche, l'idée c'était quand même d'exercer un jour. Mais voilà, je suis partie du principe que là j'avais une belle opportunité de rejoindre une direction juridique que je connaissais, dans laquelle je me plaisais et où les ouvertures de poste étaient assez rares à l'époque. Donc voilà, je savais que c'était une belle opportunité. Et donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé chez Lagardère Active. J'étais initialement dans le service presse. Donc je m'occupais, j'avais en fait un portefeuille de titres de presse. Moi, comme j'étais la dernière arrivée, j'avais plutôt eu la presse People. J'ai pas eu
J'ai pas eu Paris Match, j'ai pas eu les journaux, les journaux du groupe, mais Il j'ai n'y a plutôt rien de eu... mal à lire la presse people. Exactement. Mais voilà, donc j'étais plutôt sur Public, France Dimanche, ici Paris, Télé 7 jours. D'accord. Mais c'était très intéressant. On avait forcément une très forte activité contentieuse, et donc c'est là où j'ai aussi un peu débuté ma relation avec les avocats, dès le tout début de ma carrière. On recevait, je ne saurais pas vous dire, mais à peu près de mémoire, je dirais à peu près 3 assignations par semaine. Donc c'est vous dire voilà, la volumétrie de contentieux qu'on pouvait avoir. Et donc très vite, ensuite, moi je suis partie sur le pôle numérique, sur le pôle pure player en fait. Donc le groupe à l'époque avait racheté en fait des startups, donc notamment Doctissimo, leguide.com, boursier.com peut-être pour les plus connus, ou Bière-Éduc. Et donc moi je me suis retrouvée à récupérer en fait ce périmètre, et donc j'étais la juriste de toutes ces startups qui ont été intégrées dans le groupe. D'accord, donc un profil finalement digital très tôt, parce que c'est les balbutiements à ce moment-là de l'écosystème startup en France presque. Ouais. D'accord, ok. Tout à fait. Et donc vous évoluez sur ces startups depuis le groupe Lagardère, et vous finissez, je crois, par revenir en cabinet d'avocat. C'est ça? Comment ça s'est passé? Exactement. Donc je travaillais notamment avec Doctissimo, et à l'époque, je travaillais donc aussi avec une avocate, parce qu'on a lancé une marketplace de vente de médicaments en ligne. D'accord. C'était vraiment une grosse nouveauté. On avait un cadre légal qui était favorable à l'époque, ça venait de sortir. Et donc on a eu un gros chantier de cadrage avec ce cabinet. Et donc j'ai appris que cette avocate recherchait quelqu'un pour tout ce qui était droit de la consommation, propriété intellectuelle, data protection, donc plutôt mes matières. Et donc à cette occasion, en fait, je suis partie avec l'avocate avec qui je travaillais à l'époque sur Doctissimo. Voilà. Super. Vous l'avez suivi parce qu'il y avait un coup de cœur humain? Alors oui, il y avait un coup de cœur. Encore une fois, une question d'opportunité, mais donc moi j'ai eu l'occasion de l'avoir travaillé. Et effectivement, j'ai beaucoup aimé la façon dont elle travaillait. Elle avait une approche qui était très pragmatique, très opérationnelle. Elle accompagnait quand même beaucoup le client aussi dans la prise de décision. Donc oui, plutôt envie. Et puis c'était un cabinet de niche qui en même temps avait de très gros clients. Il y avait pas mal de choses à faire. On était plutôt sur de l'innovation. Donc en plus, c'était que des nouveaux projets. C'était l'époque où la télémédecine commençait un petit peu à sortir vers le jour. On avait beaucoup d'objets connectés en santé, tous les sites de prise de rendez-vous médicaux qui sortaient. Et donc, c'était vraiment ce type d'activité qui était gérée au cabinet donc de Nathalie Bellet, où je suis allée. Et donc voilà, c'était assez attractif en début de carrière, ce côté très innovation. Génial. Et ensuite, vous avez donc continué, je crois que vous avez même changé de cabinet. Exactement, j'ai été dans 3 cabinets différents. Ouais. Donc j'ai commencé chez Nathalie Bellet, où je suis restée, je dirais 4 ans à peu près. Ensuite, je suis allée dans le cabinet KGA, qui était un cabinet, là, pour le coup, donc, de taille un peu plus importante, avec un département qui était spécialisé dans tout ce qui était IP, IT, nouvelles technologies, data protection. Et ensuite, j'ai rejoint le cabinet IT Law, où là, c'était vraiment l'ère du RGPD. Le RGPD allait entrer en application. Donc, on avait énormément de dossiers pour aider des gros groupes à se mettre en conformité en fait, avec cette nouvelle réglementation. Gros chantier. Voilà. Et à l'époque, moi, je commençais à avoir un peu envie de retourner en entreprise. Pour le coup, j'avais eu les 2 expériences, donc j'étais en capacité de comparer. Et c'est vrai que j'avais une appétence plutôt pour la partie plus opérationnelle, voilà, plus terrain. Donc j'ai fait le choix à ce moment-là de rejoindre Mano Mano en mars 2018. Super. Juste simplement, qu'est-ce qui vous manquait dans cette partie opérationnelle, terrain, par rapport au cabinet d'avocats? Parce que beaucoup d'avocats qui nous écoutent sont souvent dans cette réflexion-là aussi. Oui, bien sûr. Bon, alors je ne vais pas être très originale parce que je crois que c'est un petit peu ce que disent tous les anciens avocats, mais alors déjà on fait beaucoup quand même on fait beaucoup plus de théorie, beaucoup de cadrage légal très approfondi, ce qui est passionnant et extrêmement formateur. Donc moi je suis très heureuse d'être passée aussi par cette phase-là dans ma formation. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ce qui me plaît, c'est plutôt de participer à la stratégie. Voilà, on identifie qu'il y a un cadre légal, on a des enjeux business et on essaye de composer avec ce cadre légal et ensuite on déploie la stratégie. Et ça, c'est vrai que c'est
très satisfaisant quand on est côté direction juridique, et quand on est avocat, malheureusement, je crois que c'est une des frustrations de pas mal de mes confrères, en tout Bien cas, sûr. c'est qu'on a toute la partie cadrage, on a la partie accompagnement, et puis ensuite, au moment du déploiement, généralement, on n'est plus du tout associé. Donc, on ne peut pas suivre le projet de A à Z, et ça peut être assez frustrant. Moi, c'était quelque chose qui me manquait. C'est un retour qu'on a souvent. Et du coup, vous arrivez donc chez Mano Mano. Comment ça se passe? Vous voyez une annonce, vous postulez, ou vous avez une rencontre avec quelqu'un de chez Mano Mano? Comment ça s'est passé? J'ai eu un échange avec le CFO. Encore une fois, D'accord. c'était une opportunité. On m'avait fait passer l'annonce. Bon, voilà. Donc j'ai échangé avec le CFO à l'époque. On a eu un premier échange informel pour s'assurer qu'il y avait quand même un intérêt commun. Et puis ensuite, s'en est suivi un long process de recrutement. D'accord. Parce qu'à l'époque, l'entreprise était encore assez petite. C'était très important qu'on choisisse les bonnes personnes. Donc j'ai eu d'abord un entretien avec le CFO qui était en charge du département légal, enfin qui n'existait pas à l'époque, mais en tout cas du juridique, dans l'attente de la création de ce poste. Et puis, j'avais eu un entretien également avec la personne en charge de tout ce qui était paiement et du Chief Data Officer de l'époque où j'avais été pas mal challengée sur la partie data protection notamment, parce qu'on était en plein déploiement RGPD. Voilà, j'ai pas mal hésité au début parce que je me suis dit, oh là là, c'est une start-up, on m'avait dit que j'aurais pas de ressources, donc que je serais juriste unique. Moi, je venais quand même de cabinet d'avocats où on avait quand même des grosses amplitudes horaires. Donc, c'est vrai qu'au départ, ça m'avait un peu effrayée. Et puis, j'ai rencontré des équipes qui étaient vraiment très intéressantes. C'était des échanges, je me souviens, très challengeants. Ça m'a donné envie de travailler avec eux. J'ai trouvé qu'effectivement, il y avait une recherche d'ingéniosité dans notamment toute la partie data. Comment est-ce qu'on peut composer avec le cadre légal voilà, j'ai trouvé ça assez séduisant. Et puis le projet d'entreprise était aussi très séduisant, les valeurs de la boîte, les valeurs des fondateurs. Donc finalement, je me suis dit, allez, on y va, c'est une belle aventure qui m'attend. Voilà. Super. Et du coup, vous arrivez, vous arrivez pour créer le département juridique. Aujourd'hui, vous avez fait du chemin. Ça ressemble à quoi le département juridique de Mano Mano? Oui, alors, j'ai fait du chemin, clairement, parce qu'effectivement, je suis arrivée, j'étais toute seule. Dans les 3 mois, quand même, j'ai réussi à convaincre ma direction qu'il fallait un peu étoffer l'équipe et qu'il y avait pas mal de besoins. Donc, l'équipe s'est vraiment constituée très progressivement. On a accompagné en fait l'hypercroissance de l'entreprise. Et donc, chaque année, on a recruté des juristes en plus, avec une accélération très nette entre, je dirais, 2020 et maintenant. Donc aujourd'hui, on est 12, moi y compris, et on sera à peu près 15, peut-être un petit peu plus sur 2022 en fonction de notre développement à l'international notamment. D'accord. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des postes ouverts, ça? Ça veut dire qu'il y a des postes ouverts, exactement. On a 3 postes en cours de recrutement actuellement. Voilà. D'accord, super. Et du coup, vous arrivez, vous créez ce département juridique sur une startup qui commence finalement son hypercroissance, si je comprends bien. Enfin, qui est déjà en forte croissance, mais au moment où... L'hypercroissance était quand même déjà initiée au moment où je suis arrivée. C'est-à-dire entre le moment où j'ai été recrutée et le moment où je suis entrée en poste, on est passé, si je ne dis pas de bêtises, de 150 salariés à peu près 300 en l'espace de quelques mois. Donc vraiment, je suis arrivée dans... Dans l'explosion. Exactement, dans l'explosion. Ouais. Et du coup, vous avez dit, j'ai eu besoin, je ne sais pas si vous l'avez formulé comme ça, mais de faire prendre conscience aux fondateurs des enjeux juridiques, notamment pour me staffer. Comment ça s'est passé au départ? Vous arrivez sur un grand chantier, comment ça se passe quand on arrive en pleine hypercroissance comme ça? Alors, au départ, déjà, on écoute, on audite un petit peu ce qui se passe, on essaye de comprendre aussi l'activité. Moi, ce qui s'est passé en plus dans le contexte de mon arrivée, c'est que dans les 3 mois qui ont suivi mon arrivée, on a choisi de lancer 2 nouvelles activités. La partie pro, voilà, et de lancer aussi un service de fulfillment. Donc, le service de fulfillment, peut-être pour expliquer ce que c'est le fait de faire appel en fait à un prestataire logisticien et à des transporteurs pour du coup proposer un service de stockage et de livraison chez le client final aux marchands qui sont référencés sur la marketplace. Parce que je rappelle, nous on a un modèle d'intermédiation, donc on met vraiment en relation les marchands avec les clients et donc on propose des services additionnels. Et donc à l'époque, on a décidé de lancer ce service additionnel qui est notre service Man au Fulfillment. C'est une activité réglementée, ça nécessitait un
fort cadrage légal. Et donc, en fait, je veux dire, ça a été assez, évident qu'il était nécessaire dans ce contexte où on développait l'activité, on faisait plus uniquement du B2C, mais on faisait aussi du B2B avec un service de transport et de logistique. La nécessité de recruter et d'étoffer l'équipe a été assez évidente. Ouais, ça fait très rapidement. Oui. Vous choisissez du coup pour le lancement de ces 2 nouveaux produits de recruter pour vous staffer en interne, mais j'imagine que vous avez aussi eu besoin de conseils externes, d'avocats. Comment vous faites quand vous arrivez, vous reprenez finalement contact avec les conseils qui étaient déjà en place, parce que j'imagine que Mano a déjà des avocats, ou est-ce que vous faites un arbitrage avec des conseils que vous connaissez, ou est-ce que vous allez chercher d'autres conseils? Comment vous avez fait? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, quand on arrive dans une start-up et qu'on est au début de l'hypercroissance, on a un budget au sein de la direction juridique qui est plutôt limité. C'est normal parce qu'on va plutôt prioriser sur la partie croissance que sur la fonction support. Oui, évidemment, j'ai composé avec les avocats qui étaient déjà en place. On a gardé d'ailleurs nos avocats sur toute la partie corporate, qui étaient les avocats de longue date et qui sont toujours nos avocats. Il s'agit de John Day, qui nous ont accompagnés sur nos différentes levées notamment. Et ensuite, à l'époque, finalement, on a eu, quand je suis arrivée, en tout cas, le CFO ou la direction des ressources humaines avait fait appel de façon ponctuelle à certains cabinets, mais on n'avait pas vraiment d'avocats, hormis sur la partie corporate, qui nous accompagnaient de façon régulière. Donc, moi, j'ai eu aussi du coup la possibilité de choisir mes avocats, de mettre en place des relations. Et donc, c'est un petit peu ce qu'on a fait. Et comment on a procédé déjà en fonction des besoins. Donc, typiquement, je vous ai donné l'exemple tout à l'heure du lancement du service fulfillment. C'est une activité réglementée, c'est une expertise que je n'avais pas. Je ne suis pas du tout spécialisée dans tout ce qui est transport. Donc, on a fait appel à des cabinets spécialisés là-dedans pour nous accompagner dans le cadrage de l'activité, identifier quels étaient les prérequis, revoir les contrats, notamment avec le logisticien ou les transporteurs, et puis ensuite procéder au déploiement en interne. Et donc, à l'époque, pour le coup, moi, j'avais peu de connaissances d'avocats spécialisés dans ces matières. Donc, j'ai vraiment fonctionné aussi au feedback. Je me suis beaucoup renseignée auprès de mes pairs ou dans mon réseau. D'accord. On en a rencontré 4. Et on les avait donc écoutés un petit peu. On avait fait aussi en fonction d'un des honoraires. Ouais, d'accord. Parce que, comme je vous le dis, à l'époque, on n'avait pas un budget très important. Et puis de 2 aussi du relationnel. Du feeling d'identifier sur la rencontre. Et est-ce que ces 4 cabinets d'avocats que vous aviez rencontrés à l'époque, est-ce que tous ont fait le pari d'investir finalement sur Mano Mano? Parce que la spécificité des startups en hypercroissance, vous m'arrêtez surtout si je me trompe, mais c'est qu'elles ont effectivement un budget limité au départ et qu'en fait, en tant qu'avocat, on parie sur l'avenir en limitant ses honoraires au début dans l'espoir que la startup prenne son envol et qu'on ait une relation commerciale plus aboutie par la suite. Tous avaient fait ce pari-là? Alors, dans ce cas précis, non. D'accord. Pour le coup, ceux qui nous ont accompagnés, je pense très certainement que oui. À mon sens, ils avaient quand même fait un geste assez significatif, je pense, par rapport aux honoraires qu'ils pouvaient pratiquer en temps normal. Mais non, j'ai le souvenir qu'on avait eu aussi des avocats qui nous avaient fait des propositions d'honoraires qui étaient évidemment beaucoup trop importantes, malheureusement, pour qu'on puisse faire appel à eux. Donc, ça avait été évidemment un cas d'exclusion, en tout cas à l'époque. Mais en revanche, on a plein d'autres cabinets qui ont fait ce pari-là et qui ont compris qu'on aurait peut-être des besoins limités au départ, mais que petit à petit, l'entreprise allait grossir, que donc le budget de la direction juridique allait aussi grossir, que l'activité allait continuer de s'étendre, qu'on allait développer de nouveaux services avec aussi des expertises dont on ne disposait pas en interne, même si la direction juridique s'est étoffée. On a encore des services sur lesquels on n'a absolument pas l'expertise. Et a priori, je ne pense pas qu'on recrutera. Donc ces avocats-là ont fait ce pari et on en a pas mal qui nous accompagnent aujourd'hui. On a eu notamment un pré-contentieux où on avait fait appel à un gros cabinet anglo-saxon où je pense qu'effectivement, ils ont fait des efforts considérables sur les honoraires parce qu'ils ont misé aussi sur le développement de cette relation et le fait qu'on pourrait faire appel à eux par la suite pour d'autres contentieux. Très clair. Et j'aime bien poser des questions très,
pratico-pratique. Bien sûr, allez-y. Quand un avocat, justement, fait ce pari-là, fait un geste sur ses honoraires, d'une part, en général, est-ce qu'il le fait sur son taux horaire ou est-ce qu'il vous offre des heures ou des jours de travail? D'autre part, qu'est-ce que vous lui conseilleriez de faire? Parce qu'une des peurs des avocats, c'est, nous le disent souvent, oui, mais si je baisse mon taux horaire, en fait, j'arriverai jamais à le remonter. Alors, nous, effectivement, alors déjà, nous, de base, c'est vrai qu'on essaye de pas trop aller sur le taux horaire. On est plutôt, comme je pense pas mal d'autres directions juridiques, mais en demande de forfait. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on essaye de demander au maximum aux avocats des devis dans lesquels ils vont nous donner une fourchette à minima, si ce n'est pas possible, de forfaitiser la prestation, mais en tout cas une fourchette des honoraires et dans l'idéal de les caper à un montant maximum. Ça, c'est très important pour nous pour tout simplement une question de maîtrise des coûts juridiques. Donc, généralement, ça ne se passe pas sur le taux horaire, ça se passe plutôt sur un forfait. Ça nous est arrivé et on a eu des moments un peu désagréables où effectivement le cabinet s'est trompé sur le temps qu'il allait devoir consacrer au dossier et où on s'est rendu compte en cours d'assistance que finalement il ne s'y retrouvait plus niveau honoraire. Ça a été un peu compliqué parce que du coup forcément la relation avait été initiée, donc on n'allait pas s'arrêter là. On entendait aussi leurs points sur le fait que les honos ne représentaient vraiment pas le temps de travail fourni. Donc ça, c'est toujours un petit peu désagréable aussi quand ça arrive. On a d'autres cabinets avec lesquels on a travaillé typiquement sur des formats d'abonnement. Il s'agit du cabinet Ncolo. On a beaucoup travaillé avec eux sur la partie internationale. On avait mis en place un abonnement pour couvrir tous nos besoins dans les différents pays où on était présent. Et eux, ils avaient une super bonne pratique. On avait partagé, on avait un espèce de Google, un doc Excel, donc Google, qui permettait de suivre en fait en temps réel le nombre d'heures qui étaient consommées pour se rendre compte en fait si on approchait finalement du nombre d'heures qui était acté par mois dans l'abonnement, si on s'en éloignait et pour pouvoir très rapidement en fait réajuster si on s'était trompé dans les heures qui avaient été négociées, soit sur la gestion d'un dossier, soit dans le cadre du forfait. Ça, c'est une pratique qu'on essaye de mettre en place maintenant de façon un peu systématique avec les conseils qui nous accompagnent, parce que ça permet d'avoir de la visibilité de part et d'autre, et en plus en temps réel. Comme c'est un doc partagé, on est sûr que c'est à jour, et on peut le suivre, et ça évite les mauvaises surprises, et puis du coup les discussions un petit peu désagréables qu'on a tous connues malheureusement. Voilà. Super, ce sont des systèmes en général qui marchent bien, en tout cas sur lesquels les clients ont de bons conseils. Et peut-être juste, pardon, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit par rapport au taux horaire, ça c'est assez intéressant. Nous, on a aussi, quand on négocie des forfaits, et donc des forfaits sur une longue durée, on a une pratique, typiquement, là je vous ai donné l'exemple sur la partie internationale, mais ce qu'on avait fait, c'était vraiment pas mal, comme on avait des besoins à la fois en Italie, en Espagne, au UK et en Allemagne, on a trouvé donc ce réseau d'avocats, qui avait des avocats présents dans chacun des pays, avec les expertises qui correspondaient à nos besoins. Et on a mis en place donc un abonnement sur lequel on avait lissé un taux horaire, parce que je ne vous apprends rien sur le fait que les taux horaires peuvent être sensiblement différents en Allemagne et en Espagne. Et donc du coup, on était parvenu en fait à un taux horaire lissé pour le nombre d'heures qui était alloué finalement à l'abonnement. Et par contre, si on dépassait le nombre d'heures, on revenait en fait au taux horaire habituel des différents cabinets qui faisaient partie de l'accord. Et ça, franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que finalement, les avocats sont gagnants. On n'a pas de question justement de se dire je ne pourrais jamais revenir à un taux horaire qui est celui normalement pratiqué. On sait que là, c'est un taux horaire qui est négocié pour un besoin précis et parce qu'aussi, il y a une volumétrie de dossier qui est garantie du fait du nombre d'heures mensuelles qui est alloué. Voilà. C'est super. C'est une des premières fois que j'entends cette pratique de taux horaire lissé sur plusieurs pays. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites. Vous êtes du coup dans plusieurs pays. C'est important pour vous, pour chacun de vos avocats, qu'il ait, alors sinon des bureaux dans d'autres pays, c'est plus rare, mais au moins un réseau dans plusieurs pays.
Alors, pas nécessairement parce que comme je vous le disais, ou alors je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais moi c'est vrai que j'ai une petite affection pour les cabinets de niche, parce que je suis passée par des cabinets de niche. Donc typiquement, c'est vrai que on a un petit peu tendance, nous, par exemple si on a un sujet de data protection, on va aller voir un cabinet de niche en data, pareil pour tout ce qui est propriété intellectuelle artistique. Voilà, c'est vrai qu'on a un petit peu cette tendance, mais typiquement, il nous arrive aussi des cas où on va mettre en concurrence des gros cabinets anglo-saxons et puis des cabinets de niche. Donc, c'est pas non plus une pratique systématique chez nous et ça dépend vraiment des sujets. Donc, évidemment, si on fait appel à un cabinet qui a un réseau à l'international, c'est sûr que c'est un plus, compte tenu du fait qu'on est présent dans ces autres pays. Voilà, mais ce ne sera pas forcément le prérequis. Voilà, parce que très souvent, en fait, on a des besoins qui sont très spécifiques. Je reprends encore une fois l'exemple du transport. Trouver finalement un cabinet qui va être spécialisé à la fois dans nos sujets marketplace, mais également en transport et logistique dans tous les pays où on est présent, c'est finalement assez difficile à trouver. Donc, on aura plutôt tendance à faire confiance à l'avocat qui nous conseille sur cette activité en France pour nous recommander des confrères dans les différents pays où on est présent. C'est très clair. Donc on parle là finalement de beaucoup de choses, du fait de l'activité de Mano Mano qui est large, qui est en plus en hyper croissance. Aujourd'hui, si on devait résumer, c'est peut-être très difficile ce que je demande, vous me dites, résumer les principaux besoins juridiques de Mano Mano, sur quoi est-ce que vous travaillez vous aujourd'hui au légal? Oui, alors donc à la fois on a tout le cadrage des activités existantes et donc assez classiquement on répond aussi aux questions des opérationnels sur le tout venant et ça c'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à internaliser sauf quand il s'agit de questions qui sont propres du coup à une réglementation dans un autre pays que la France et donc là on a plutôt tendance à faire appel à nos avocats parce que pour le moment l'équipe internationale elle est en cours de constitution donc on a une juriste en Espagne. On aura bientôt un juriste en Allemagne et on n'a pas encore de juriste dans les autres pays où on est présent. Donc, typiquement, ça, c'est des choses qu'on externalise pas mal. Aujourd'hui, nos besoins, ils sont aussi beaucoup sur du cadrage de lancement d'activités. On est encore en hypercroissance, donc on continue à lancer des nouveaux services. On continue à lancer des activités et à se développer. Donc, c'est vrai qu'on a vraiment une grosse partie de cadrage légal en amont des projets des équipes. Voilà. Et puis après, on a évidemment, comme toutes les boîtes dans la tech, pas mal de cadrage sur tout ce qui est data protection. On a toute la partie évidemment compliance. C'est assez classiquement sur lequel on est amené à intervenir. Voilà. Et puis la partie contractuelle, évidemment, qui prend une grosse partie du temps de mes équipes. Très clair. Et du coup, quand vous dites que vous avez beaucoup de cadrage sur de nouveaux lancements d'activités, est-ce que le cabinet d'avocats auquel vous faites appel dépend de l'activité en question? Est-ce que finalement c'est toujours les mêmes cabinets qui reviennent sur ces nouveaux lancements d'activités? Comment ça fonctionne? Encore une fois, effectivement, ça dépend de l'activité. Donc typiquement sur les transports, on a décidé de se lancer en Espagne. On a fait appel à un cabinet spécialisé en transport en Espagne. Ça a été pareil sur l'Italie. Sur le B2B également, quand on a décidé de lancer ces activités-là, on s'est posé pas mal de questions sur le cadrage, sur s'il y avait des spécificités, notamment dans les autres pays, tels que l'Espagne et l'Italie où on voulait aller, dont on n'avait pas connaissance sur les relations B2B, et dont il fallait qu'on ait connaissance pour pouvoir aussi correctement accompagner les équipes pour le développement de la plateforme, et notamment toutes les spécificités techniques, les mentions obligatoires, les documents à collecter au moment de l'onboarding des clients. Voilà, donc c'est ce type, si vous voulez, d'accompagnement qu'on peut avoir. On est vraiment sur la partie en amont. Il nous arrive aussi de façon ponctuelle d'externaliser des contrats, quand c'est des contrats qui sont soumis aussi à la loi du pays et sur lequel on n'aura pas une expertise. D'accord. C'est vrai qu'on a plutôt, en ce moment en tout cas, une externalisation qui est très portée sur nos besoins internationaux ou sur des activités réglementées dont on n'a pas les compétences en interne. Ouais. Voilà. D'accord. Donc, avant tout, chercher des compétences que vous n'avez pas en interne au département juridique. Ça vous arrive aussi d'aller chercher des cabinets d'avocats parce qu'il y a des coups de chaud et vous avez besoin d'une force de frappe qu'on trouve dans les cabinets d'avocats? Par coup de chaud, vous voulez dire charge plus importante ou crise? Oui, bien sûr, ça nous est arrivé. Et donc,
typiquement, là, on a plutôt tendance à faire appel à des avocats qui seront soit disponibles pour mettre en place un abonnement, donc avec un forfait d'heures qu'on a identifié sur une période définie pour pouvoir faire face à cette surcharge, soit on a même fait du virtual second month dans certains cas. Donc on a un avocat qui du coup est intégré et puis peut travailler avec nous une journée ou 2 journées par semaine de façon à nous aider à gérer cette charge de travail complémentaire. Super. C'est une pratique que vous appréciez, ça, d'avoir un avocat en interne qui vient 2-3 jours par semaine? Alors franchement, ça a été très utile et je pense qu'on va continuer à le faire, enfin même je suis sûre, notamment comme on est encore en constitution d'une équipe, quand vous êtes dans l'attente d'un recrutement, c'est vraiment important d'avoir du coup que cette charge-là en fait puisse être gérée de façon externalisée et puis sur l'international, parce que c'est vrai qu'on l'a fait principalement là. Donc avant d'avoir notre juriste en Espagne, on avait une avocate au virtual second month. Ça permet aussi de bien identifier quelles sont toutes les problématiques juridiques, parce que donc cet avocat-là va avoir une connaissance des problématiques locales, ce qu'on n'a pas forcément nous, et donc de bien tout identifier, de déjà mettre au carré pas mal de choses, d'onboarder aussi correctement le juriste qui arrive après. Donc ça, c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup apprécié ce virtual second month. Et puis, pareil, sur la partie surcharge de travail, ça a été d'une grande aide. Super. Et donc, vous disiez au début de notre discussion, quand vous êtes arrivé chez Mano Mano, vous n'aviez pas forcément tous les contacts chez les cabinets d'avocats, donc vous avez fait un peu appel à votre réseau pour trouver les premiers. Maintenant, j'imagine que c'est plus structuré. Mano Mano a grandi, vous avez fait grandir votre équipe. Aujourd'hui, quand il y a un nouveau besoin, comment ça se passe? Est-ce que vous faites un appel d'offres? Est-ce que vous appelez votre réseau avant tout? Comment vous faites aujourd'hui? Alors, ça dépend évidemment de la nature des besoins, mais typiquement quand on a par exemple un précontentieux ou un dossier à très fort enjeu, on a plutôt tendance effectivement à faire des appels d'offres. Donc on a eu un cas où on a eu un précontentieux avec des enjeux business qui étaient très importants pour nous, plus que des enjeux juridiques d'ailleurs. C'était vraiment les enjeux business qui étaient à l'origine du problème. Et donc là, typiquement, on avait décidé de faire un RFP. Donc, on avait mis en concurrence 4 cabinets, 2 cabinets qui étaient plutôt des cabinets de grosse taille, donc anglo-saxons, et 2 cabinets de niche. On les avait sélectionnés à la fois sur la base de recommandations, et on avait fait aussi un petit check sur Doctrine. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez l'outil, mais il y a une fonctionnalité dedans qui est très utile, c'est que vous pouvez rentrer le nom d'un avocat. Et ça vous permet en fait d'avoir l'historique des dossiers contentieux qu'il a pu traiter. Donc ça vous permet de voir quelle est la réalité de l'expérience sur des dossiers similaires, contre qui il a déjà eu aussi il a déjà eu des dossiers. Vous avez le track record, quoi. Exactement. Et franchement, c'est très utile. On l'a fait en tout cas pour un précontentieux et on est passé du coup par un avocat qui a déjà eu affaire à notre adversaire. Donc on a pu bénéficier vraiment d'une bonne expertise. C'était très utile. Donc voilà, on fait aussi ce petit check qui nous permet de voir la réalité aussi des dossiers qui ont été traités. Et donc sur cette base-là, on avait donc shortlisté 4 cabinets. On avait préparé vraiment un gros brief pour expliquer donc à la fois tout le précontentieux et donc la situation, les attentes, les besoins, quels étaient nous en tout cas nos enjeux et ce qu'on recherchait là dans la gestion de ce précontentieux. Et ensuite, donc on a adressé ça à ces 4 cabinets qui nous ont chacun fait parvenir une proposition d'accompagnement. Ils sont venus pitcher la proposition auprès de la direction juridique, donc de moi et de la personne de mon équipe qui suivait le dossier avec moi. Sur cette base-là, nous, on en a sélectionné 2 et qu'on a ensuite, on leur a demandé de refaire un pitch en fait auprès de la direction, enfin des équipes opérationnelles top management et puis voilà, on avait notamment un fondeur parce que c'était vraiment un sujet à forts enjeux et ça de façon à ce qu'on ne soit pas les seuls en fait à prendre la décision. Et qu'on embarque aussi la direction sur le choix de l'avocat, sur le choix de l'accompagnement et que la relation de confiance, elle ne se fasse pas uniquement entre l'avocat et la direction juridique, mais aussi
avec la direction opérationnelle. Super. Et comment se sont passés ces pitchs? Parce que ça fait peur à pas mal d'avocats d'aller pitcher face à un client, d'être capable alors, de présenter son offre, la valeur qu'on va apporter, mais aussi dans le cas du deuxième pitch, si je comprends bien, d'être capable aussi de vulgariser potentiellement certains points de droit, parce qu'il n'y a pas que des juristes en face. Comment s'est passé vos retours, vous, sur ces 4 pitchs? Comment vous les avez jugés? Alors, on les a jugés par rapport aussi aux attentes en interne. Ouais. Alors, évidemment, par rapport à ce qu'ils proposaient aussi en termes de stratégie, puisqu'ils ont tous en intégralité joué le jeu. Donc, ils ont été un peu plus loin que la simple proposition d'accompagnement. Ouais. Ils ont donné quelques billes, eux, sur la façon dont ils avaient le sentiment qu'il fallait traiter ce précontentieux. Donc ça, c'était évidemment très intéressant et ça a pu nous donner aussi un peu une idée de entre guillemets, de la philosophie de la gestion du précontentieux que eux pouvaient avoir. Et ensuite, on a regardé aussi quelles étaient la façon dont ils accompagnaient leurs clients. Donc c'est vrai que nous, chez Mano Mano, on a une culture qui est une culture de la concision. On a une direction qui aime bien qu'on soit straight to the point. Ils ont réussi à être concis, ce cabinet-là? Écoutez, pas tous, mais en tout cas, ils ont compris qu'il y avait une attente de cet ordre-là très rapidement au moment des pitchs, et ils se sont adaptés. D'accord. Ils se sont adaptés et ça a fonctionné. Et puis, on a aussi attaché une certaine importance à ceux qui avaient aussi bien compris quels étaient nos enjeux business, qui avaient compris quels étaient les impacts de ce précontentieux, les risques, et qui ne s'étaient pas positionnés uniquement sur la partie risque juridique, qui avaient vraiment bien compris la stratégie. Et ça a été franchement un élément très important dans la prise de décision, du côté des fondateurs notamment. C'est ça qui a fait la différence, la concision et cette faculté à être capable de permettre de jauger le risque aussi opérationnel, pas que juridique? Ça a fait la différence, on va dire que ça a été un plus. Après, on a aussi regardé quelle était l'expérience, l'expertise du cabinet. Il s'agissait d'un précontentieux qui allait être assez chronophage. Donc, on avait besoin de s'assurer aussi que l'équipe allait être très disponible pour nous, en capacité de répondre dans des délais très courts. Et ça aussi, ça a été évidemment un des critères de sélection. D'accord. Vous préférez être un petit dossier pour un très gros cabinet ou un gros dossier pour un petit cabinet? Honnêtement, là-dessus, je vous dis franchement, j'ai pas de règles parce que naturellement, j'ai, comme je vous l'ai dit, un peu tendance à aller voir des cabinets de niche parce que moi, j'ai été formée initialement en cabinet de niche et donc je connais toute la valeur de ces cabinets-là. Mais les gros cabinets ont également aussi une grande valeur. C'est pas du tout mon propos. Non, vraiment, justement, pour pas avoir ce biais, on a plutôt tendance justement à comparer. Et donc, on va prendre différentes tailles. Et on va plutôt essayer de se fier à la valeur ajoutée de l'associé et de son équipe, leur expertise et ce qu'ils peuvent nous apporter. Et ça, c'est vraiment important. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à avoir recours à des cabinets qui ont déjà eu des dossiers similaires aux nôtres, parce qu'on sait qu'en fait, on va gagner du temps sur la partie cadrage légal, parce qu'ils connaissent déjà le cadre et donc ça va aller assez vite. Et surtout, on va gagner en valeur ajoutée sur la partie recommandation, parce qu'en fait, ils ont un retour d'expérience et donc on va pouvoir en bénéficier. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir une recommandation qui va être de qualité, on va retrouver de l'ingéniosité juridique dans la proposition. Voilà. Et c'est ça qu'on recherche, évidemment. Donc, honnêtement, l'expérience, c'est vraiment quelque chose qu'on regarde. Et typiquement, on apprécie aussi quand les avocats nous disent de façon très transparente, et ça a été vraiment le cas des avocats auxquels on a pu faire appel, quand ils n'ont jamais eu l'occasion de travailler sur un dossier comme ça. Qui sont prêts à le prendre, mais qu'en tout cas, ils n'ont pas d'expertise spécifique ou d'expérience en la matière. Et c'est vrai que ça, on apprécie parce que parfois, ça peut jouer dans la prise de décision. Oui, bien sûr. L'expertise aussi vue par ce track record-là, la faculté d'avoir déjà vu des dossiers du même type. C'est très clair. Et vous disiez tout à l'heure que vous aimiez particulièrement, comme beaucoup de startups, mais pas que, comme beaucoup d'entreprises, les forfaits. Ça peut être très difficile à mettre en place, en tout cas c'est le retour que font pas mal d'avocats sur du contentieux ou du pré-contentieux. Dans ce cas de pré-contentieux, est-ce qu'ils avaient fait l'effort de proposer des forfaits ou est-ce que c'était un fonctionnement au temps passé? Alors, ça a été compliqué, parce qu'effectivement, on était avec un cabinet qui n'avait pas cette habitude, et vous l'avez très bien dit, d'ailleurs, les 3/4 des cabinets ne fonctionnent pas au forfait, sauf quand on est effectivement dans des dossiers contentieux qui présentent une certaine récurrence, et où on confie une volumétrie de dossiers aux avocats, et où ils savent qu'entre guillemets, ils peuvent se permettre de faire un forfait à l'acte,
parce qu'ils vont s'y retrouver sur la volumétrie. Et puis, voilà, cette récurrence fait que au bout d'un moment, ils arrivent à maîtriser à peu près le temps qu'ils vont consacrer à la rédaction, soit de l'assignation, soit des conclusions. Donc, typiquement, on avait réussi à faire un forfait sur la partie cadrage, c'est-à-dire proposition de la stratégie juridique, mais évidemment, pour toute la partie négociation, toute la partie négociation sur laquelle c'est impossible, en fait, finalement, de savoir le temps exactement qui va y être passé. Non, on est retourné sur du temps passé. On a eu des petits moments, des allers-retours où, effectivement, on voyait un peu les honoraires gonfler et donc on s'inquiétait du montant au final qu'on aurait à verser. On a rectifié le tir avec l'avocat. On a eu vraiment... ça a été super parce qu'eux-mêmes aussi ont recherché des solutions pour essayer de baisser les coûts. Bon, typiquement, voilà, on peut dire que ça, c'est vous qui le gérez. Et nous, on fait juste une relecture et ce sera... moins coûteux que si finalement on fait la production de tel ou tel courrier ou de tel acte. Donc voilà, on a aussi réussi à composer pour pouvoir arriver au budget maximum qu'on s'était fixé. Et ça, c'est aussi un point qui était important, c'est-à-dire au début du précontentieux, on s'est mis d'accord avec les avocats et on s'est dit c'est un dossier qui est raté si on dépasse tel montant en termes d'honoraires. Vous avez été capable de leur donner aussi, vous, un budget dès le départ, dès le début des discussions Oui, on leur avait même dit, en gros, on considère que l'accompagnement est top si on le cap à temps. Super. Et qu'on n'est pas sur un échec si on ne dépasse pas tel montant. Okay. Voilà. Mais du coup, ça avait très bien fonctionné. Et on a fonctionné en bonne intelligence. Voilà. Ouais. Ce qu'on essaie d'expliquer aussi à nos clients, beaucoup ont peur de discuter prix avec leurs clients, ont un peu la sensation, pour certains, pas pour tous évidemment, que c'est un peu un one-shot, quoi. On va faire une proposition d'honoraire en one-shot sans trop discuter, puis ça passe ou ça casse. Alors que, et c'est d'ailleurs ce que vous semblez dire, il ne faut pas hésiter aussi à en discuter avec le client, que ce soit sur le mode de facturation, sur le budget, etc. Je pense que c'est fondamental, tout du moins au début de la relation. C'est vraiment important d'avoir cette discussion de façon très transparente sur les honoraires et puis notamment sur ces parties contentieuses, précontentieuses. Comment on fait pour quand même rentrer dans une certaine maîtrise budgétaire. Je vous le disais tout à l'heure, l'exemple du doc partagé en collaboratif où on a aussi une visibilité sur le nombre d'heures consommées, ça c'est assez utile. Et après, moi, la dernière chose que je peux dire par rapport à ça, et c'est du vécu, il n'y a rien de plus désagréable que de se retrouver en fin de prestation avec son avocat qui dit bon, alors on avait convenu que c'était 4 000 €, mais en fait on est plutôt sur du 8 000 vu le temps passé, et donc du coup il va falloir qu'il y ait un complément de facturation. Et en fait, moi le seul conseil que je peux donner peut-être aux avocats qui nous écoutent, c'est dès que vous vous rendez compte qu'en fait il y a eu une erreur dans l'estimation du temps, n'attendez pas la fin de la prestation, parlez-en tout de suite, parce qu'en fait le client il est capable de comprendre ça. Et c'est beaucoup moins désagréable d'en parler pendant et justement de trouver en bonne intelligence comment faire pour rester à peu près dans cette maîtrise du budget plutôt que de se retrouver au pied du mur en fin de prestation où finalement personne n'est très content. L'avocat parce qu'il a l'impression d'avoir travaillé plus que ce qu'il a été payé et le client parce qu'il se retrouve à devoir payer plus que ce qu'il avait prévu dans son budget. Ouais, ça c'est un retour qu'on fait beaucoup aussi. Beaucoup ont peur effectivement de revenir vers leurs clients. Et le plus paradoxal, c'est souvent le client a peur également parce qu'il n'a pas de nouvelles de son avocat. Ah oui. Et il dit il y a quelque chose qui ne va pas. Mais oui, je suis totalement en phase avec vous en tout cas. Et puisqu'on parle ici de contentieux et de mode de facturation, qu'est-ce que vous pensez, vous, à titre personnel, de l'honoraire ou de résultat sur un contentieux? C'est quelque chose qui vous plaît, vous, en tant que client ou pas? Oui, c'est quelque chose qui me plaît parce que je trouve que c'est assez motivant. Et donc oui, je trouve que c'est quelque chose, ce serait bien que ça puisse être un peu plus développé. Aujourd'hui, on n'a pas le droit de faire que de l'honoraire de résultat. Néanmoins, je sais qu'il y a des cabinets qui acceptent de faire un peu de forfait ou en tout cas du temps passé et puis de prévoir une petite partie à l'honoraire de résultat. Mais oui, c'est quelque chose que je trouve intéressant parce qu'effectivement, ça donne aussi envie à l'avocat de... en gros, ça l'engage sur la réussite du dossier. Maintenant, pour avoir été de l'autre côté aussi, je sais à quel point le contentieux c'est fait d'aléas. Donc, heureusement qu'on n'est pas que sur de l'horaire de résultat parce qu'on aurait malheureusement beaucoup de cas où nos avocats travailleraient énormément pour des dossiers où finalement ils ne toucheraient rien du tout. Bien sûr. Voilà, donc je pense que oui, c'est bien si ça reste un pourcentage et si quand même le temps passé et le travail qui a été fourni est valorisé et payé en fait par des honoraires. Voilà.
Très clair. On a beaucoup parlé depuis le départ de choix d'avocat, de nouvel avocat, de propositions. Mais les relations, surtout avec une direction juridique, avec un avocat, c'est aussi des relations dans le temps, des relations avocat-client. Ce qui est aussi un fort enjeu en ce moment pour les cabinets d'avocats. Ils y réfléchissent beaucoup. Est-ce qu'il faut mettre en place des espaces clients numériques, digitaux? Comment on améliore l'expérience client? Vous, aujourd'hui, vous êtes satisfaite de l'expérience client de la majorité de vos cabinets? Quels sont les points forts? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration là-dessus que vous voyez? Alors nous, c'est vrai qu'on a deux attentes assez fortes dans les cabinets auxquels on fait appel. Déjà, c'est vrai qu'on recherche des cabinets qui vont avoir une capacité à avoir une vision et une recommandation très opérationnelle. C'est très important pour nous. Et aussi, on recherche de la reco qui peut être directement transférée en interne aux équipes opérationnelles sans avoir besoin, nous, de retravailler pour le vulgariser et ensuite le traduire pour les équipes opérationnelles. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui parfois manque chez certains cabinets. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on recherche. Donc, voilà, des recommandations opérationnelles. On recherche également des cabinets qui vont aller dans une recommandation, on appelle ça un peu par risque gradué. C'est-à-dire, nous, on vous recommande ça. Si toutefois, vous ne voulez pas aller dans cette option, celle-ci est moins risquée pour telle ou telle raison. Donc, on est assez friand de ça parce que finalement, on peut l'amener tout de suite aussi auprès de l'équipe dirigeante et ça aide dans la prise de décision. Donc, soit des recommandations par risque gradué, soit des options. Voilà, différents scénarios. Et on recherche aussi des notes qui sont assez synthétiques pour que justement, encore une fois, ça puisse être tout de suite transféré, quitte à avoir le détail de l'analyse en annexe pour, de 1, la direction juridique, ou la direction, si elle souhaite aller plus loin et approfondir certains points, mais en tout cas avoir vraiment cette recommandation assez synthétique pour faciliter la prise de décision. Donc ça, c'est vraiment des choses qui parfois nous manquent et qui font partie aujourd'hui de nos critères de sélection. Évidemment, on recherche aussi des avocats qui sont un peu tech-oriented. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait qu'on avait besoin que les recommandations puissent être transférées en interne. Je vous donne un exemple. On a eu un été où on avait eu un contrôle de l'autorité de la DGCCRF pour s'assurer qu'on était bien en conformité avec certaines dispositions légales. Il s'avérait qu'il manquait quelques mentions à certains endroits sur un site. Typiquement, on a fait appel à un cabinet qui nous a fait les captures d'écran, qui nous a montré avec les flèches aux équipes opérationnelles où est-ce qu'il fallait rajouter les mentions et où on n'a, entre guillemets, pas eu besoin d'intervenir. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherche, cette capacité à faire la capture, montrer où doit être positionnée la mention. Et puis aussi une capacité à utiliser des outils qui sont des outils peut-être, alors en tout cas tech ou en tout cas dans l'air du temps côté start-up ou scale-up, sans faire de la pub à Google, mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec le Google Drive dans les environnements scale-up. C'est des outils qui sont collaboratifs. Ce n'est pas du tout la pratique des cabinets qui ont plutôt tendance à travailler sur le pack office. Et donc, nous, on est assez friands du partage de documents parce que ça permet d'itérer finalement en temps réel, de mettre des commentaires, de pouvoir éviter tous ces allers-retours aussi avec l'envoi d'une version initiale, une version commentée, on relit et on perd du temps. Alors qu'avec ce type d'outil, quand on a un avocat qui est capable en tout cas de le faire, on a un gain de temps énorme, en tout cas sur la partie analyse, revue, questions, on challenge une reco. Donc ça, c'est un vrai besoin et c'est vrai qu'il y a encore peu de cabinets qui sont friands ou habitués à ce type d'outils. Et puis, on peut apprécier aussi, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du secondment, du virtual secondment. Quand c'est comme ça, on a besoin que l'avocat en question soit capable assez rapidement, finalement, de s'onboarder comme s'il était un juriste de l'équipe et donc qu'il puisse avoir accès aux outils qu'on utilise en interne. Et nous, en tout cas chez Mano, on a beaucoup d'outils, notamment la direction juridique. On a créé des outils sur mesure pour pouvoir gérer nos besoins, les centraliser, collaborer au sein de l'équipe. Et donc, c'est vrai qu'on a besoin, quand on fait du secondment, d'avoir des gens qui vont avoir la capacité de s'adapter ou tout du moins l'envie et qui ne sont pas forcément réfractaires. Voilà. Super. Je ne sais pas si vous pouvez en parler, mais c'est intéressant. Vous avez créé des outils sur mesure pour l'outil juridique, pour l'équipe juridique, pardon. C'est quoi ces outils-là? À quoi ça sert?
C'est un espèce de cumul de plein d'outils du marché. Ouais. Mais oui, en fait, quand je suis arrivée, moi, j'avais des besoins, j'avais une charge très importante. On a été une petite équipe, très couteau suisse du coup, et on avait la nécessité de centraliser les besoins. On faisait aussi beaucoup de pilotage de projets, vu qu'on était dans un lancement de plusieurs activités. On avait aussi de la compliance, comme le RGPD, où on est vraiment sur, pareil, pilotage de la compliance. Donc, il fallait un peu qu'on ait des outils ad hoc qui répondent à tous nos besoins. Et donc, on a utilisé un outil qui s'appelle Front, qui est un outil collaboratif. Et on a configuré un outil de ticketing dessus, un outil de gestion des tâches. Voilà. Donc, avec un Zapier, on a relié plein d'autres petits outils qui existaient sur le marché et qui sont très utiles, en tout cas aujourd'hui, pour le travail de collaboration. Ouais, très clair. Zapier, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement un outil qui permet de connecter différents outils entre eux pour en faire ce qu'on veut. Très clair, super intéressant. On arrive peu à peu vers la fin de ce podcast. Si vous deviez parler autant que possible évidemment, des enjeux futurs de Mano Mano évidemment, mais de l'équipe juridique en particulier, quels sont aujourd'hui vos enjeux futurs? Vous parlez en termes de dossiers, Ouais, de dossiers, de futur de l'équipe. Vous dites que vous recrutez aussi de nouveaux juristes. Qu'est-ce qui va leur donner en fait envie de venir? Quels sont les enjeux de l'équipe juridique chez Mano Mano pour les années à venir? Donc je pense qu'un gros enjeu, ça va être de continuer à bien suivre la croissance, parce que du coup les enjeux aussi juridiques évoluent, ce pas les mêmes. On n'a pas les mêmes attentes. On n'a pas besoin des mêmes expertises quand on est une entreprise de 300 personnes et quand on est une entreprise de 900, avec une visibilité plus accrue, et notamment dans les autres pays où on est présent. À mon sens, un des enjeux, ça va être aussi de gérer la croissance de l'équipe. On est passé de 7 à 13, on va passer à 15. On va constituer une équipe à l'international. Donc, comment faire en sorte que, du coup, on conserve la cohésion d'équipe, qui est une force aujourd'hui. On arrive à garder ce bon degré de communication et que les silos, en tout cas, ne mettent pas un terme à ce travail collaboratif qui fonctionnait très bien. Je ne suis pas inquiète, mais bon, ça fait quand même partie des enjeux. Bien sûr. Et après, non, ce que je peux dire, c'est qu'on n'a pas fini notre croissance. Donc, on a encore plein de nouvelles activités qui vont être lancées, qui vont nécessiter d'être cadrées. Ce qui est formidable, c'est qu'on ne s'ennuie pas. Je pense que moi, depuis que je suis arrivée, alors on a souvent tendance à dire que 6 mois chez Mano Mano, c'est l'équivalent de 2 ans dans une autre entreprise. C'est vous dire tout ce qu'on peut voir. Et ça, en soi, c'est très enrichissant. C'est vrai que depuis mon arrivée, voilà, on a eu je ne sais pas combien de lancements de nouveaux services. Donc c'est très riche quand on est sur une fonction telle que la fonction juridique, parce que finalement, on accompagne tous ces lancements de projets, on teste aussi des nouvelles activités. Donc voilà, il y a une vraie richesse et une diversité des sujets, et je pense que ça va continuer encore. En tout cas, je nous souhaite qu'on continue la belle croissance qu'on connaît depuis plusieurs années. Donc ça, je pense que c'est très intéressant. Et puis, on a le département aujourd'hui, donc on a un département légal, on a aussi un département public affaires. Et les deux fonctionnent, on travaille ensemble, c'est vraiment important. Aujourd'hui, les marketplaces, on a énormément de réglementations qui arrivent, et donc on a besoin aussi que l'équipe juridique analyse ces réglementations, les comprenne, soit prête aussi à les déployer en interne. Et donc tout ça, évidemment, c'est des sujets qui vont fortement impacter l'équipe légale. Donc mon équipe, la totalité de l'équipe, en tout cas sur la partie business, va avoir à travailler sur le Digital Services Act, qui vient refondre complètement le régime de responsabilité des plateformes. Et ça va être un déploiement en interne qui va être long, et sur lequel chacun des membres de l'équipe va être impliqué pour déployer cette nouvelle réglementation. C'est super, des sujets riches et passionnants du coup. Écoutez, parfait. On a l'usage dans ce podcast de laisser le mot de la fin à notre invité. Est-ce que vous souhaitez avoir un mot alors que ce soit pour vos collaborateurs, pour les étudiants qui sont en train de se former, qui se demandent ce qu'ils vont faire des prochaines années, ou pour les avocats, vos conseils, ou ceux qui souhaiteraient le devenir? Est-ce que vous avez un mot de la fin pour eux? Alors, le mot de la fin, c'est que oui, déjà moi, j'encourage tous les juristes qui auraient l'occasion de vivre l'hypercroissance ou d'intégrer une scale-up. Je pense que c'est une formidable expérience, tant humaine
que professionnelle, parce qu'effectivement, on voit une entreprise qui se métamorphose et on suit cette métamorphose, donc c'est extrêmement riche. Je le conseille aussi pour les avocats, du coup, parce que vous allez voir évoluer aussi les besoins et les attentes de vos clients et vous allez participer aussi à cette réussite et à cette croissance. Et donc, je pense que c'est très valorisant et c'est des beaux paris. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc voilà, peut-être que le mot de la fin, c'est de ne pas avoir peur des startups, d'investir dans les startups, que ce soit tant côté juriste que côté avocat, parce que quand on fait des paris comme en tout cas celui que j'ai fait chez Menomeno, c'est plutôt un pari réussi. Voilà. N'ayez pas peur des startups, un très beau mot de la fin. Merci beaucoup Charlotte de Drosy. Merci beaucoup à vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et une très belle continuation. Et bien merci à vous aussi. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Je vous invite à retrouver nos autres contenus et articles, ainsi que nos offres de conseils et de formation sur notre site web www.anomia.fr. À bientôt!